Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous allons voir deux concepts liés, c'est-à-dire la concavité vers le haut ainsi que la concavité vers le bas. Certains de vos profs vont parler de convexe pour la concavité vers le haut, que j'explique ici à l'instant. Mais avant de partir en peur, lors de la dernière capsule, nous avons vu ensemble les tableaux de variation liés à la dérivée première, c'est-à-dire quand est-ce qu'une section, un intervalle d'une fonction croît, de bien sûr lorsqu'une fonction décroît. Et bien sûr, grâce à ces capsules-là, on peut bien sûr diagnostiquer les maximums autant que les minimums relatifs. Mais bien sûr, on va voir ensemble une chose importante liée à la courbure d'une certaine partie de fonction. D'abord, voici deux sections qui sont croissantes, mais qui sont croissantes différemment. Voici une première section qui croît et une autre section aussi qui est croissante. Mais si vous remarquez bien, les deux courbures de ces deux sections croissantes sont totalement différentes. L'une est appelée concave vers le haut, c'est-à-dire celle-ci, et celle-ci concave vers le bas. Pour bien comprendre la concavité vers le haut, chose très simple, pensez à une parabole. Une parabole était bien sûr concave vers le haut. Comme c'est le cas ici, voici une genre de section de parabole concave vers le haut. Donc concave vers le haut, de bien sûr ici concave vers le bas. Et dans ce cas-ci, les deux, comme je vous disais, sont croissantes, mais pas croissantes de la même manière. Celle-ci croît de plus en plus rapidement, alors que celle-ci croît de moins en moins rapidement, bien sûr. Plusieurs de vos profs vont pouvoir vous dire un petit truc pour diagnostiquer lorsqu'une fonction est concave vers le haut de lorsqu'une section de fonction est concave vers le bas. Remarquez bien, je vous ai tracé ici donc trois tangentes. Concave vers le haut signifie que vos tangentes à la courbe seront toujours situées sous la courbe. Comme ici, vos trois tangentes sont situées sous la courbe. Et vous remarquez bien que ces trois tangentes, mais leur taux de variation augmente de plus en plus rapidement. Alors qu'ici, bien sûr, vos tangentes à la courbe sont au-dessus de votre courbe. Donc, dans ce moment-là, vous allez pouvoir cibler que votre certaine fonction sera concave vers le bas, car vos tangentes sont situées au-dessus de votre fonction. Et si vous marquez bien, ces trois tangentes-là, mais leur taux de variation de leur pente diminue donc de plus en plus. Je vous rappelle que le test de la dérivée première ainsi que la construction de vos tableaux de variation ne faisait que de juger si une fonction était croissante de décroissante, mais n'a pas ciblant la courbure, la forme de la courbure croissante de décroissante. C'est grâce à la concavité vers le haut ainsi que la concavité vers le bas qu'on pourra savoir comment une fonction croît et comment une fonction donc décroît, donc par sa courbure en tant que telle. Donc, je récupère avec vous ici. Voici ma première section, bien sûr, d'une fonction sur l'intervalle AC qui est croissante. Donc, f de x égalerait une fonction, donc sur l'intervalle AC, elle serait ici croissante, concave vers le haut, point de vue courbure. Par contre, si vous remarquez bien, j'ai inventé des valeurs ici à des dérivées évaluées à x1, x2 ainsi que x3. Comme par exemple, la dérivée évaluée à x1 serait de 1 unité, c'est-à-dire que le taux de variation, la pente de votre tangente serait de 1, la pente de cette tangente serait de 3 et la pente de cette tangente ici en x3 serait de 5. Fait que si vous remarquez bien, toutes ces tangentes-là ont une valeur positive de leur taux de variation, ce qui signifie que les dérivées liées à ces x sur l'intervalle AC, toute la gang serait de valeur ici positive. Quand une dérivée évaluée en un x est toujours positive, c'est bien sûr dire que sur cet intervalle-là, la fonction va donc être croissante. Par contre, si vous remarquez bien, même celle-ci a aussi une évolution de croissance. Donc, dans ce cas-ci, j'ai inventé carrément un genre de symbolisme entre nous. F de x égalerait une fonction quelconque sur votre intervalle AC. F' de x égalerait quel signe? Bien sûr, si vous marquez bien, tous vos signes de vos taux de variation, donc des pentes de vos tangentes, seraient bien sûr dans l'ordre 5, 3, 1, c'est-à-dire bien sûr ici, de valeur positive. Donc, encore une fois, vos dérivées évaluées à ces x sur le AC, toute la gang sera positive. Bien sûr, on pourra encore juger que cette fonction, elle est croissante. Fait que si vous marquez bien, la dérivée première, par son signe, juge de la croissance de ces deux sections de courbe, mais ne juge pas de la forme de ces croissances, de leur courbure, qu'on appelle ici concave vers le haut ainsi que concave vers le bas. Si la dérivée première ne cible pas comment une fonction croît par sa courbure, on va se fier à la dérivée deuxième, à f' ensemble. Et oui, c'est ici que la dérivée deuxième va intervenir pour juger de la courbure, donc de la concavité d'une fonction, du moins sur un intervalle bien précis, comme ici sur mes intervalles de A vers donc C.
Donc, si vous remarquez bien, f', on va juger non pas de sa valeur, mais bien sûr des signes évalués à bien sûr x1 ainsi que x2 x3. Si vous remarquez bien, les dérivées premières, donc ont des valeurs positives, c'est bien beau, mais leur valeur de ces dérivées premières augmente de plus en plus, d'où la croissance est de plus en plus forte ici. D'où le concept de concave vers le haut, du moins croissance concave vers le haut. Donc, si les dérivés, les taux de variation des tangentes augmentent de plus en plus, c'est donc dire que les dérivées deuxièmes sont positives, car une croissance des valeurs, donc des dérivées premières. C'est donc dire que la dérivée deuxième, lorsqu'elle sera de signe positif, évaluée à ces x-là, on aura ici une courbure concave vers le haut. Donc, retenez bien ceci, c'est-à-dire lorsque la dérivée deuxième sur un intervalle donné évalué à quelques x donne des valeurs positives, c'est parce que la fonction sera donc croissante, dans ce cas-ci, concave vers le haut. Même principe pour la courbure concave vers le bas. Je répète, on remarque que tous les signes des dérivées premières sont positifs, donc croissante de fonction. Comme tout à l'heure, on avait diagnostiqué ensemble. Par contre, ça ne juge pas de la courbure de cette fonction ici, croissante. Au départ, ça marquait bien, les dérivées premières donnaient, j'ai inventé des valeurs pour vous, 5, 3, 1. Donc, les pentes des taux de variation, donc les pentes des tangentes diminuent donc de plus en plus rapidement. Donc, la dérivée deuxième, pour cette raison-là, sera bien sûr négative car il y a une décroissance des taux de variation de nos tangentes. Et dans ce moment-là, quand la dérivée deuxième est évaluée à quelques x, donne des valeurs négatives, mais elle sera donc ici concave vers le bas, la section de fonction représentée sur l'intervalle ici AC. Donc, retenez bien ceci. Deuxième dérivée, donc dérivée deuxième positive, concave vers le haut, et donc dérivée deuxième négative, concave vers le bas. Donc, de ces quelques explications ensemble, émerge de votre cerveau un constat hyper important que j'ai inscrit ici pour vous. Donc, sur un intervalle donné, si la dérivée seconde est positive, vous allez avoir une certaine section de fonction dans cet intervalle qui sera concave vers le haut, comme c'est le cas ici. Genre de même, donc concave vers le haut. Comme c'est le cas ici, donc concave croissant dans ce cas-là, vers le haut. Et lorsque la dérivée seconde sera négative, donc de signe négatif, votre section de fonction sur cet intervalle donné sera bien sûr concave vers le bas. Donc, style, comme c'est le cas ici, concave vers le bas, selon cette structure ici croissante. Mais ça va être même vrai pour lorsqu'une fonction va décroître, qu'est-ce que je vous affirme ici. C'est-à-dire, lorsqu'on a une certaine section qui décroît, c'est-à-dire comme c'est le cas ici, mais concave vers le haut, de lorsqu'on a une fonction qui est aussi décroissante, mais concave vers le bas, dans ces deux situations-là, lorsque votre dérivée seconde est positive, mais vous allez avoir une certaine section décroissante peut-être bien, mais encore concave vers le haut ici. Et même principe, si on a une certaine section de fonction qui est décroissante sur un intervalle donné, mais que votre dérivée deuxième sur cet intervalle donné est négative, on aura quand même concave vers le bas comme constat final. La preuve, écoutez bien, c'est quelques suivantes explications. Pour bien comprendre que ceci est vrai, concave vers le haut et concave vers le bas, peu importe si on a une présence de décroissance ou de croissance de fonction, j'efface et tout va être très lié à ce qu'on a vu tantôt, mais à des décroissances de fonction. Mais tout va rester intact. Concave vers le haut ici, concave vers le bas ici aussi. J'efface et je vous reviens dans quelques secondes. Oh, nous sommes de retour ensemble après m'être préparé pour vous. Donc, vous allez voir, c'est le même principe ici que lorsqu'on a des fonctions sur un intervalle donné qui sont décroissantes. Lorsque c'est concave vers le haut, bien sûr, on a une dérivée seconde tantôt qu'on va prouver comme étant positive. Et lorsqu'on a ici une certaine section de fonction qui est concave vers le bas, on aura quand même un signe négatif comme tantôt en fait de la dérivée seconde. Et en voici la preuve nette. Sur un intervalle donné, on remarque très bien que les dérivées sur, bien sûr, cette décroissance-là sont toutes de signes négatifs. J'ai inventé des valeurs de signes négatifs à mes dérivées premières. Donc, les taux de variation de vos pentes, donc de vos tangentes, moins 5, moins 3, moins 1, tout le temps de signes négatifs. Donc, signe négatif de la dérivée première juge d'une décroissance de fonction. Mais par contre, si vous remarquez bien, ces valeurs-là de ces pentes augmentent. Ça a une croissance des pentes de vos tangentes, mais la dérivée seconde sera positive
Donc, dérivée seconde positive juge dans ce cas-ci que bien sûr, on aura une certaine section de fonction qui sera concave vers le haut, comme tu entends en fait. Dès que c'est concave vers le haut, peu importe si on parle de décroissance ou de croissance, on aura bien sûr une certaine section qui sera concave vers le haut, car la dérivée seconde est toujours positive à ce moment-là. Même principe ici, ça marquez bien, toutes vos dérivées, donc les pentes de vos tangentes sont tout le temps de signe négatif parce qu'on parle de décroissance, bien sûr ici. Donc, signe négatif, donc ça juge de la décroissance de la fonction. Mais ça marquez bien, les pentes, leur valeur, elles, diminuent. Si les pentes, leur valeur diminue de vos tangentes, la dérivée seconde sera négative car il y a une décroissance des valeurs de vos taux de variation de vos tangentes ici. Donc, dérivée seconde négative, on aurait ici donc une concavité vers le bas. Donc, dès qu'on a concave vers le bas, dérivée seconde négative, dès qu'on a une concavité ici vers le haut, ici dérivée seconde positive. C'est le constat qu'on avait fait ici, le constat de tantôt qui avait été bien élaboré ici ensemble. Concave vers le haut, qu'on parle d'une décroissance, d'une croissance, dérivée seconde positive, et dérivée seconde négative, dès qu'on parle de concave vers le bas, qu'on parle de croissance autant que de décroissance. Dérivée seconde négative, concave vers le bas. Avant d'avoir un bel exemple ensemble, on va aller mesurer l'importance de la dérivée seconde grâce à cette magnifique fonction estracée de mon crayon. Donc, au départ, je ne parlais pas de la dérivée première qui juge de la décroissance autant que de la croissance d'une certaine fonction. Mais bien sûr, de la dérivée seconde, de ces signes, la dérivée seconde, qui juge de la concavité vers le haut autant que de la concavité vers le bas. Allons-y, section par les juges de ces signes de la dérivée seconde. Donc, par intervalle, dissociés ensemble. Donc, de moins l'infini à C, on part de la section qui pointe vers le haut, concave vers le haut ici. Donc, concave vers le haut rime, comme tout à l'heure, on l'avait stipulé par ce fabuleux constat, avec les signes positifs, bien sûr, de ma dérivée seconde. Donc, rappelez-vous que la dérivée seconde, dès qu'elle est positive, vous aurez une concavité vers le haut ici. Si entre l'analyse les x entre A, c'est-à-dire entre C et A, pardon, on a une concavité vers le haut encore, concavité vers le haut, peu importe les x choisis entre C et A, votre dérivée seconde sera aussi encore là de signe positif. Concavité vers le haut, signe positif de ma dérivée seconde. Concavité vers le bas entre A et B, concavité vers le bas, donc rime avec les dérivées secondes de signe négatif. Et évidemment, entre B jusqu'à l'infini, de B jusqu'à l'infini, j'ai bien sûr ici une concavité vers le haut. Qui dit concavité vers le haut dit un signe positif de la dérivée seconde. Mais qu'est-ce qui est bien important à comprendre? On l'avait bien ciblé, les signes de la dérivée seconde liés à concavité vers le haut et concavité vers le bas. C'est plus qu'est-ce qui est lié au entre-deux, c'est-à-dire lié à qu'est-ce qui se passe entre la concavité vers le haut et également la concavité vers le bas. C'est-à-dire, il y a des points, ce qu'on appelle critiques, des nombres critiques qui sont importants à bien déterminer. Dans mon exemple à moi, j'ai 3 points critiques, CA de B. Si vous marquez bien, le B, c'est un point qu'on appelle d'inflexion. Car avant B, j'ai concave vers le bas, donc de signe négatif de ma dérivée seconde. Et après le B, j'ai concave vers le haut. Donc ma dérivée seconde change de signe. Quand la dérivée seconde change de signe, on a plus souvent qu'autrement un point d'inflexion entre ces deux concavités. Et lorsque vous allez avoir ce point critique-là, mais bien sûr ici, comme j'ai un point d'inflexion qui tend à être horizontal par une dérivée première qui serait nulle, j'aurai aussi une dérivée seconde qui serait également nulle. Donc, pour savoir si une dérivée, donc si un point critique est lié à un changement de concavité avant et après, si votre dérivée seconde est nulle, c'est parce que vous allez savoir que c'est un point critique à ce point précis-là. Même principe ici, comme j'ai un point encore d'inflexion, car avant A, concave vers le haut, et après A, concave vers le bas, changement de signe, encore là, c'est un point d'inflexion. Mais bien sûr, ici, on voit que c'est un point d'inflexion qui tend à être à la verticale, point de vue tangente. Lorsque c'est le cas, vous allez avoir une dérivée seconde qui n'existera pas. Autant la dérivée première que la dérivée seconde n'existe pas lorsque la tangente tend à être ici à de pente infinie. Même chose à ce point critique C. À ce point critique C, bien sûr, j'ai une pointe, j'ai un point de rebroussement où je pourrais avoir un point anguleux. Comme j'ai un point de rebroussement, la dérivée seconde n'existera pas autant que la dérivée première. Donc, c'est le même principe que lorsque vous allez juger des points critiques des dérivées premières. Donc, ici, qu'on ait des points critiques dérivée première ou dérivée seconde, mais bien sûr, cette dérivée seconde offre une valeur nulle en ce X précis, c'est parce que le C sera un nombre, un point critique.
ou si évalué associé les dérivées secondes n'existe pas, vous aurez encore un point critique. Fait que même principe que pour la dérivée première, si votre dérivée seconde est nulle, ou si votre dérivée seconde évalue un x très précis est donc inexistante, c'est parce que vous allez avoir un point critique. Point critique important car tantôt on va aller élaborer un tableau qui va juger les concavités vers le haut autant que vers le bas peut-être, liés avant autant qu'après ces points critiques précis. Maintenant, nous allons appliquer le tout grâce à un bel exemple. Vous allez voir, ça va être limpide après celui-ci, après ce qu'on a fait ensemble. Donc, trouvons les points d'inflexion autant que par après les intervalles, dis-je bien au pluriel, de concavité de la fonction suivante, c'est-à-dire f de x égale à 3x5 moins 5x4 plus 1. Bien sûr, pour y arriver à déterminer la concavité vers le haut ou la concavité vers le bas sur un intervalle donné, ça prend comme première étape la dérivée seconde. Évidemment, pour l'obtenir, il faut que je passe par le calcul de ma dérivée première. Donc, si on dérivait chacun des monombres suivants indépendamment, j'aurais que la dérivée de 3x5 serait 15x4 nécessairement. La dérivée de moins 5x4 me donnerait ici moins 20x3 et les dérivées de la constante 1 seraient bien sûr ici nulles. Donc, chose évidente, je vais calculer par après la dérivée de la dérivée qu'on appelle la dérivée seconde. La dérivée de 15x4 me donne nécessairement ici 60x3. La dérivée de moins 20x3 me donne moins 60x carré. Lorsque c'est fait, il faut que je trouve en ma deuxième étape mes points critiques. J'ai des points critiques de ici, la dérivée. Si ma dérivée deuxième est nulle, autant que lorsqu'elle n'existe pas en un x précis, à ce point critique précis. D'abord, pour juger si un polynôme est nul, on va factoriser pour mieux voir. Donc, toujours factoriser pour mieux voir lorsque une dérivée, comme ici la dérivée seconde, pourrait être nulle en un x précis, en un point critique précis. J'ai 60x carré comme facteur commun, mettons 60x carré en évidence simple devant ici la parenthèse qui est nécessairement x moins 1, chose assez évidente. Là, je regarde pour trouver mes points critiques. Quand est-ce que cette expression, à quel x cette expression, à quel point critique, mais ces deux facteurs seraient nuls. Ce facteur est nul si x égale 0. Donc, ma dérivée seconde, bien sûr, en un x précis serait nulle si mon x est nul, autant que si mon x final à ce facteur, bien sûr, serait 1. Car, bien sûr, ce facteur serait nul si, bien sûr, x vaut 1. Ce facteur nul fois l'autre facteur, peu importe le x en question qui serait 1 ou quelque chose d'autre, donnerait ici bien sûr 0 de produits ensemble. Donc x égale à 1 et 0 seraient ici mes deux points critiques car ma dérivée est nulle à ces deux points critiques. Comme ma dérivée seconde existe toujours car on parle d'un polynôme, donc pour n'importe quel x, son domaine serait les réels. Autrement dit, j'aurais jamais mais une dérivée seconde qui n'existera pas pour un x précis. Donc, j'ai seulement que deux points critiques. Pour par après, aller cibler si ma fonction est concave vers le haut ou vers le bas dans un intervalle précis, je vais bâtir un tableau des signes de ma dérivée seconde que j'ai fait ici pour vous. Donc, on remplit les trois colonnes suivantes, c'est-à-dire les trois lignes x, f', la dérivée seconde et f de x. J'ai établi par après mes x de moins l'infini à plus l'infini car mon domaine est bien sûr pour ma dérivée autant seconde que première, vu que c'est un polynôme dont mon domaine serait les réels. Donc, je pars de moins l'infini à l'infini et je vais impliquer là-dedans mes deux points critiques. Donc, mon point critique, c'est clairement 0. Laissez toujours une case vide, une colonne vide pour aller attribuer le second point critique qui serait ici le 1 en question. Là, bien sûr, on va les remplir ensemble, les lignes, les cases correspondantes pour trouver les intervalles lorsque ma fonction est concave vers le haut autant que concave vers le bas. Bien sûr, à ces points critiques, on l'a stipulé que nos dérivées secondes étaient nulles. Donc, je vais l'afficher que mes dérivées secondes autant à 0 qu'à 1 sont bien sûr nulles. Pour par après, aller pointer les points précis de ma fonction d'origine. Si x vaut 0, ma fonction d'origine est clairement égale à 1. Donc, j'aurai le point 0,1 ici, chose précise. Et le point 1, quel y, si x vaut 1, j'aurai donc 3 moins 5 moins 2. Moins 2 plus 1, j'aurai bien sûr ici, en bout de ligne, donc moins 2 plus 1, moins 1, chose certaine. Donc, j'aurai le point 0,1 et le point 1 moins 1. Est-ce que ces deux points sont des points d'inflexion? On va les juger par la concavité vers le haut ou vers le bas de ma fonction grâce au signe, donc, de ma dérivée seconde. Donc, pour savoir si ma dérivée seconde est négative,
pour n'importe quel x de moins l'infini jusqu'à 0, je n'ai qu'à prendre un x bidon. Ton x en bas de 0, donc je prends moins 1. Si je flanquais x par moins 1 ici, bien sûr, est-ce que ma dérivée seconde serait positive ou négative? Pour savoir si elle est concave vers le haut ou vers le bas, bien sûr, ici, je m'auto-parle à moi-même. Donc, si x, mettons, je prends un x en bas de 0, mettons moins 1, lui, ce facteur est positif, c'est-à-dire moins 1 donnerait moins 2, donc positif ou négatif, j'aurais donc un signe négatif pour ma dérivée seconde, peu importe le x choisi en bas de 0. Dérivée seconde négative, tu as le spécifié concave vers le bas. Donc, le symbole que je vais faire ici sera le suivant pour concave vers le bas. Donc, dérivée seconde est négative, concave vers le bas. Même principe, qu'est-ce qui se passe entre 0 et 1? Si x est compris entre 0 et 1, quel sera le signe de ma dérivée seconde? Donc, je pense ces facteurs-là ici pour diagnostiquer le signe de ma dérivée seconde pour un x compris entre 0 et 1. Mettons, je prends 0,5. Ce facteur serait positif si x vaut 0,5. Ce facteur serait négatif si x valait 0,5, c'est-à-dire ça donnerait moins 0,5. Donc, négatif fois positif, j'aurais encore ici un signe négatif pour ma dérivée seconde. Encore là, concave vers le bas dès que ma dérivée seconde était donc négative. Par contre, qu'est-ce qui se passe entre 1 et l'infini? Si x vaut une valeur plus grande qu'un, mettons, je prends 2 ici. Si ces x valaient 2, bien sûr, j'aurai un signe positif de ce facteur, il faut un signe positif de ce facteur-là ici. 2 positif revient positif. Donc, ma dérivée seconde, peu importe le x choisi plus grand qu'un, serait donc positive. Dérivée seconde positive, j'aurais bien sûr ici concave vers le haut. Donc, positive comme dérivée seconde, concave vers le haut, riment ensemble ici. Si vous remarquez bien, concave vers le bas, de moins l'infini à 1, moi je l'écris ici, moins l'infini jusqu'à 1, donc concave vers le bas. Entre moins l'infini jusqu'à 0, Entre moins l'infini jusqu'à 0, j'aurais donc concave vers le bas. Entre 0 et 1, j'aurais concave encore vers le bas. Et entre 1 à l'infini, j'aurais bien sûr ici concave vers le haut. Donc, avant 1, après 1, concave vers le bas. Donc, ceci n'est pas un point d'inflexion car je n'ai pas un changement de signe de ma dérivée seconde, mais mon x qui valait 1 au point 1 moins 1 à ce point 1 moins 1. Par contre, là, j'aurai un point d'inflexion car bien sûr, j'ai un changement de signe par rapport à ma dérivée seconde qui passerait de négatif vers par après ici positif. Concave vers le bas, concave vers le haut. J'ai donc assurément un point d'inflexion à ce moment-là, car un point d'inflexion rime avec un changement de concavité, donc un changement de signe de ma dérivée ici seconde. Donc voilà, en espérant que vous avez bien compris l'importance de la dérivée seconde qui juge non pas de la croissance des croissances, le test de la dérivée première qui permet de le faire, mais bien sûr qui juge par son signe de la concavité vers le bas autant que vers le haut, et donc qui peut diagnostiquer très aisément ce qu'on appelle des points d'inflexion. Voilà, c'est qu'est-ce qui était lié à la grande capsule importante de cette dérivée seconde qui parle de la concavité d'une fonction.